Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures. Également, nous aurions un débat principal. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre partie débat afin de parler de la Libye et pourquoi la Libye reste toujours une importance stratégique pour l'Égypte, comment l'Égypte œuvre actuellement pour la stabilité, le regain à la stabilité en Libye et bien sûr les élections présidentielles qui auront lieu prochainement en Libye et comment l'Égypte veille sur ce processus afin qu'il se déroule dans le calme. Commençons nos nouvelles avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a donné ses directives afin que les salles d'exposition du Grand Musée égyptien soient équipées et sécurisées par la technologie et les normes modernes. Au cours d'une rencontre avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre du Tourisme et des Antiquités, le chef de l'État a également enjoint de réparer les routes aux alentours du musée. Le président el-Sisi a d'autre part ordonné de préparer une cérémonie majestueuse pour l'allée des Béliers afin de refléter l'ampleur du gouvernorat de Luxor en tant que parfaite destination touristique mondiale et cela bien sûr après la restauration de cette allée. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est rendu aujourd'hui aux Émirats arabes unis où il participera aux activités de la 12e session du forum annuel Sir Baniyas. Et ce forum est organisé par le ministère émirati des Affaires étrangères et de coopération internationale. Monsieur Shoukry parlera au nom de l'Égypte au cours de ce forum. La diplomatie égyptienne connaît un très grand succès et s'affirme sur la scène internationale, puisque le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré ce vendredi à l'Élysée son homologue français Emmanuel Macron en marge de la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur la Libye tenue à Paris pour soutenir la mise en œuvre d'un processus politique défini et mené par les Libyens sous l'égide des Nations Unies en mesure d'apporter une solution politique à la crise libyenne. D'ailleurs, nous allons consacrer notre partie débat afin de parler de ce dossier libyen. Mais commençons tout de suite avec un revue de cette rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue français en marge de ce forum. Les participants à la conférence internationale de Paris sur la Libye ont souligné la nécessité de la tenue le 24 décembre prochain des élections présidentielles et législatives afin de permettre aux Libyens de se prononcer librement pour le choix de leur président et de leurs représentants. Lors de ce sommet co-organisé vendredi par la France, l'Italie, l'Allemagne et la Libye, la communauté internationale a jugé essentiel que les résultats de ces élections soient acceptés par toutes les parties prenantes. Seules les élections peuvent transformer le cessez-le-feu en paix durable et régler définitivement la question de la légitimité à mettre fin à la dualité des institutions en Libye, a souligné la déclaration finale sanctionnant les travaux de la conférence internationale de Paris sur la Libye. Les élections sont de nature à renforcer la souveraineté d'une Libye unie et à permettre au gouvernement légitime de traiter les questions fondamentales de sécurité et de stabilité ainsi qu'établir des relations saines avec des partenaires étrangers. Dans la déclaration finale sanctionnant les travaux de cette conférence internationale, les participants ont fait référence à l'accord interlibyen conclu à Skhirat, considéré par le Conseil de sécurité de l'ONU comme le seul cadre viable pour mettre un terme à la crise politique en Libye. Les participants soulignent qu'ils prennent acte depuis l'accord politique libyen de Skhirat en 2015 des résultats des conférences de Paris et de Palerme et des autres initiatives internationales et régionales sur la Libye. La conférence a également pris acte de la déclaration de la Haute Commission électorale nationale selon laquelle les résultats des deux élections présidentielles et législatives seront proclamés simultanément ainsi que de l'officialisation du calendrier électoral complet par la Haute Commission électorale nationale et la mise en œuvre de celui-ci dans un climat pacifique.
Afin d'éviter toute vacance de pouvoir, la conférence internationale sur la Libye a préconisé que l'actuel exécutif de transition transférera le pouvoir au nouveau gouvernement après l'annonce simultanée par la HNEC du résultat final des élections présidentielles et parlementaires. La conférence de Paris a mis l'accent également sur la nécessité de la réunification des institutions libyennes pour recevoir un mandat démocratique de la part de la population et encourager le nouveau parlement à s'atteler, une fois élu, à l'élaboration d'une constitution permanente recueillant une large approbation dans toute la Libye. Sur le plan économique, la conférence a souligné la nécessité d'unifier les institutions financières libyennes et de mettre en œuvre une répartition équitable et transparente des richesses du pays. Enfin, sur le plan humanitaire, la conférence de Paris a réaffirmé l'engagement collectif à renforcer le soutien de la communauté internationale pour répondre aux besoins urgents et lutter contre les trafics d'êtres humains. دايما اقول ان الجيش المصري جيش قوي صحيح ومن اقوى جيوش المنطقه صحيح، ولكن هو جيش رشيد، جيش بيحمي مش بيهدد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قلب العروبة النابض، نطالبكم وبقوة لحماية ليبيا والحفاظ على سيادتها وثرواتها لصالح أبناء الشعب الليبي، وتحيا ليبيا موحدة بية، وعاشت مصر قلب العروبة النابض. تحيا مصر وليبيا، تحيا مصر وليبيا، تحيا مصر وليبيا. أدعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع، وإننا قد نضطر لدعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا. إن مصر تدخلها لحماية ليبيا وأهلها تدخلا مشروعا لصد الاستعمار والمستعمرين. إن تنتصروا بنا فسننصركم، إن تنتصروا بنا فسننصركم. Comme on a dit, le président Abdel Fattah el-Sisi était présent à Paris afin de participer au sommet portant sur la Libye, la stabilité en Libye et également les élections présidentielles prévues en décembre. Et il était également un moment propice afin de parler économie et commerce, puisque l'économie reflète la stabilité politique. Et si on parle des relations économiques entre l'Égypte et la France, ces relations bilatérales étroites, on doit citer qu'en juin dernier, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, avait conclu avec le Caire un accord de coopération ainsi qu'une feuille de route relative au métro du Caire. La France est prête à s'engager à une hauteur s'élevant à 3 milliards 800 millions d'euros au total dans le financement de projets en Égypte. Les détails.
Un peu plus d'un mois après le renforcement de leur partenariat dans le domaine de la défense, avec notamment la vente au Caire d'une trentaine de Rafales supplémentaires, la France et l'Égypte confortent cette fois-ci leur coopération civile. Les deux pays ont en effet scellé dimanche 13 juin 2021 un accord intergouvernemental ainsi qu'une feuille de route relative au métro du Caire à l'occasion d'un déplacement dans la capitale égyptienne du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Ce dernier a notamment été reçu par le président Abdel Fattah el-Sisi. Au total, la France est prête à s'engager à hauteur de 3,8 milliards d'euros dans le financement de différents projets. Une dizaine d'entre eux relèvent de l'accord intergouvernemental proprement dit pour un montant global de 1,8 milliard d'euros. Dans ce cadre-là est notamment prévue la fourniture par Alstom de 55 rames de métro pour le renouvellement du matériel de la ligne 1 du métro du Caire. Par ailleurs, l'accord intergouvernemental prévoit 9 autres projets dans les domaines du transport, de l'énergie, du traitement de l'eau et l'assainissement. Ils seront financés par l'Agence française du développement, laquelle engagera 1 milliard d'euros en Égypte sur la période 2021-2025. S'agissant du métro du Caire, il est donc aussi prévu une feuille de route relative à la modernisation de sa ligne 1 et la réalisation du ligne 6. Sur ces projets, la France est prête à garantir pour 2 milliards d'euros de crédits bancaires afin d'accompagner les entreprises françaises, a déclaré Bruno Le Maire. De fait, celles-ci sont de longue date partie prenante au développement du métro de la capitale égyptienne. Depuis le début des années 80, elles ont œuvré à la réalisation de ces 3 premières lignes. Les groupes Alstom, Bouygues et Vinci étant notamment de la partie. Par ailleurs, RATP Dev, filiale du groupe RATP et la NAT, l'autorité nationale des tunnels, émanation du ministère des Transports égyptien et propriétaire du réseau métro du Caire, ont signé à la fin de l'été 2020 un accord pour l'exploitation et la maintenance de la ligne 3 pour une durée de 15 ans.
Alors, la communauté internationale s'est réunie à nouveau à Paris pour exprimer son soutien à la transition en Libye à moins de 6 semaines d'un scrutin présidentiel aux contours incertains. Le président Abdel Fattah el-Sisi était parmi les participants les plus importants à cette conférence puisque la Libye est considérée comme non seulement un voisin, mais également comme une importance stratégique importante pour l'Égypte. Et au cours de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Paris, il a eu un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron et également au menu du jour, non seulement la Libye, mais également les relations économiques étroites entre l'Égypte et la France. Afin de mieux parler de tous ces éléments, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui au studio Mme Nagwa Mamdouh-Selim, conseillère en droit. Bienvenue à notre programme. Merci, enchantée. Alors, quand on parle de la Libye, on doit dire que la Libye, pour l'Égypte, n'est pas uniquement un des membres de la Ligue arabe, un voisin avec des frontières étendues, mais également la Libye a été et le serait toujours considérée comme étant une importance stratégique importante pour l'Égypte et pour la sécurité de l'Égypte. C'est pourquoi l'Égypte œuvre actuellement pour un processus pacifique en ce qui concerne les élections en Libye. Selon vous, quels sont les points marquants de ce parcours égyptien afin de sauvegarder la stabilité en Libye jusqu'à maintenant? Effectivement, c'était 10 ans de déséquilibre et de bouleversement qu'il y a eu au sein de la Libye et que l'Égypte a pris plusieurs tentatives pour régler cette crise-là. Et finalement, c'était la conférence internationale de Libye à Paris qui a pris place le vendredi passé. Et le président Emmanuel Macron a effectivement fait une tentative pour mettre en œuvre les processus d'élection électorale et d'élection qui aura lieu le 24 décembre 2021. Et effectivement, l'Égypte a été invitée au sein de cette conférence-là parce que l'Égypte, elle joue un rôle axial important dans la région de Moyen-Orient. Et l'Égypte est un partenaire principal de la France dans le Moyen-Orient, étant un des piliers importants et principaux de sauvegarde et de sécurité dans la région de Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. C'est vrai. Alors la conférence sur la Libye était co-présidée par la France à côté de la Libye, l'Allemagne, l'Italie et également les Nations Unies. L'objectif de cette conférence internationale qui s'est tenue pour la première fois dans un format élargi à l'ensemble des pays voisins de la Libye était d'apporter un soutien international à la poursuite de la transition politique prévue. La conférence également visait à soutenir la Libye dans sa demande de retrait des forces étrangères et des mercenaires, un point très important que nous allons aborder juste après ce petit reportage. Les participants à la conférence internationale de Paris sur la Libye ont souligné la nécessité de la tenue le 24 décembre prochain des élections présidentielles et législatives afin de permettre aux Libéens de se prononcer librement pour le choix de leur président et de leurs représentants. Lors de ce sommet co-organisé vendredi par la France, l'Italie, l'Allemagne et la Libye, la communauté internationale a jugé essentiel que les résultats de ces élections soient acceptés par toutes les parties prenantes. Seules les élections peuvent transformer le cessez-le-feu en paix durable et régler définitivement la question de la légitimité à mettre fin à la dualité des institutions en Libye, a souligné la déclaration finale sanctionne les travaux de la conférence internationale de Paris sur la Libye. Les élections sont de nature à renforcer la souveraineté d'une Libye unie et à permettre au gouvernement légitime de traiter les questions fondamentales de sécurité et de stabilité ainsi qu'établir des relations saines avec des partenaires étrangers. Dans la déclaration finale, sanctionne les travaux de cette conférence internationale, les participants ont fait référence à l'accord interlibéen conclu à Skhirat.
considéré par le Conseil de sécurité de l'ONU comme le seul cadre viable pour mettre un terme à la crise politique en Libye. Les participants soulignent qu'ils prennent acte depuis l'accord politique libyen de ce qui rate en 2015 des résultats des conférences de Paris et de Palerme et des autres initiatives internationales et régionales sur la Libye. La conférence a également pris acte de la déclaration de la Haute Commission électorale nationale selon laquelle les résultats des 2 élections présidentielles et législatives seront proclamés simultanément ainsi que de l'officialisation du calendrier électoral complet par la Haute Commission électorale nationale et la mise en œuvre de celui-ci dans un climat pacifique. Afin d'éviter toute vacance de pouvoir, la conférence internationale sur la Libye a préconisé que l'actuel exécutif de transition transférera le pouvoir au nouveau gouvernement après l'annonce simultanée par la HNEC du résultat final des élections présidentielles et parlementaires. La conférence de Paris a mis l'accent également sur la nécessité de la réunification des institutions libyennes pour recevoir un mandat démocratique de la part de la population et encourager le nouveau Parlement à s'atteler, une fois élu, à l'élaboration d'une constitution permanente recueillant une large approbation dans toute la Libye. Sur le plan économique, la conférence a souligné la nécessité d'unifier les institutions financières libyennes et de mettre en œuvre une répartition équitable et transparente des richesses du pays. Enfin, sur le plan humanitaire, la conférence de Paris a réaffirmé l'engagement collectif à renforcer le soutien de la communauté internationale pour répondre aux besoins urgents et lutter contre les trafics d'êtres humains. Notre sujet aujourd'hui, la stabilité en Libye et également les relations économiques étroites entre l'Égypte et la France, et cela à l'issue de la conférence internationale sur la Libye qui a eu lieu la semaine dernière à Paris. Au cours de cette conférence, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi était un des principaux invités afin de discuter du retour à la stabilité et le déroulement des élections présidentielles en Libye. Avec nous au studio aujourd'hui, Nagwa Mamdouh Salim, conseillère en droit, et nous étions en train de parler de l'importance qu'accorde l'Égypte stratégiquement à ses relations étroites avec la Libye et pourquoi la stabilité en Libye aura des conséquences positives sur l'Égypte et sur la région en général. Alors si on retourne encore une fois à la conférence de Paris, on doit dire que tous les participants ont souligné la nécessité de la tenue le 24 décembre prochain des élections présidentielles et législatives. Et là, il faut dire que ce sont de doubles élections qui auront lieu avec une liste de candidats à la présidentielle qui peut vraiment remuer les eaux en Libye, puisqu'on trouve des noms sur cette liste qui ont un contact direct avec les événements qui ont causé le chaos actuel en Libye. Que dites-vous à propos de ça? Effectivement, la conférence de Paris, effectivement, ce n'est pas la première initiative. Il y avait beaucoup d'initiatives. Il y avait en 2017-2018 l'initiative de Paris. Il y avait à Berlin, il y a à Palerme, il y avait à Tripoli, l'initiative du Caire, effectivement. Il y a encore l'accord de Skirat. Il y a la médiation menée par l'Union africaine, la Ligue arabe et effectivement les Nations unies. Donc ce n'est pas la première initiative pour régler la crise en Libye. Effectivement, il y a 3 caractéristiques de cette conférence. Premièrement, pour la première fois, co-présidée par les autorités libyennes. Et deuxièmement, co-présidée par les États européens qui sont conjoints et alignés avec la France pour régler le problème de la Libye. Et troisièmement, associer les pays voisins qui a été en impact direct avec la crise libyenne, comme le Tchad et le Niger. Il y a 2 objectifs principaux au sein de cette conférence. Premièrement, c'est le processus électoral et les élections qui aura lieu le 24 décembre prochain.
Et il y a un cadre, il y a un calendrier électoral et les candidats des élections présidentielles devront s'enregistrer pour la première perspective qui aura lieu le 24 décembre. Et deuxièmement, et après il y a les résolutions de Conseil de sécurité de l'ONU, numéro 2570 et 2571 de l'année 2020, qui met en œuvre le cessez-le-feu. Et effectivement, le cessez-le-feu n'est pas une procédure simple ou de paix, mais il faut mettre en œuvre un deuxième objectif qui est tellement important, et c'est le plan de retrait. Ce plan de retrait a été construit effectivement par le comité militaire mixte 5+5. Le plan de retrait de qui? Le plan de retrait des mercenaires étrangers. Oui. Effectivement, qui a été construit par la comité étrangères. Par les forces étrangères qui doivent retirer leurs forces ou leurs mercenaires, leurs guérillas de la Libye. N'importe quelle force étrangère qui se trouve sur le sol libyen. Effectivement, les forces étrangères et qui a été bien construit par la comité militaire mixte 5+5 et encore le retrait des forces militaires de Russie et de Turquie de la territoire libyenne pour que la Libye reçoit encore une fois sa souveraineté complète et son pouvoir sur son territoire sans aucun problème. C'est vrai que le président Abdel Fattah el-Sisi, même avant de participer à cette conférence concernant la Libye, parlait toujours de garder la stabilité et la souveraineté de la Libye sur tout son territoire, et également que l'ingérence étrangère sur le sol libyen n'est pas pour le bien du peuple libyen ni pour la stabilité dans la région. Et c'était un point de vue soutenu par la Ligue arabe et actuellement soutenu par la communauté internationale, puisque cette conférence vient témoigner de l'importance de cette opinion. Effectivement, la mobilisation politique égyptienne ce dernier temps est devenue positive et avec d'interaction avec des questions qui sont en relation avec la sécurité interne et encore des documents épineux de la région. Donc l'Égypte a un important rôle et un axe pour retenir la stabilité et la sécurité de la région. C'est pour cela que M. Emmanuel Macron a invité son homologue, son magistrature, M. Abdel Fattah el-Sisi, au sein de cette conférence, parce qu'il connaît bien que l'Égypte a un rôle tellement important pour régler la crise au sein de la Libye. On ne peut pas imaginer une solution pour la crise en Libye sans la présence et l'impact de l'Égypte. Effectivement, l'Égypte avait plusieurs initiatives avant ça, et dans chaque initiative, l'Égypte est présente et cherchait effectivement des solutions efficaces pour cesser le feu et pour que le gouvernement libyen retourne encore en pouvoir et qu'elle ait sa souveraineté une autre fois. Oui. Également, si on parle de la stabilité politique en Libye et dans la région, on doit également parler d'une autre facette de cette stabilité reflétée par l'économie et le commerce. Et la conférence de Paris était un moment important afin que Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi discute avec son homologue Emmanuel Macron de plusieurs dossiers d'intérêt commun, parmi lesquels ce volet économique, puisque l'Égypte et la France sont reliés par des relations économiques très favorables pour les deux côtés. Plusieurs projets et méga-projets sont en cours de réalisation actuellement entre les deux pays, parmi lesquels et à la tête desquels, bien sûr, on doit citer le grand projet du métro du Caire. Et la France a gagné un contrat afin de moderniser les trains et les wagons de ce métro du Caire. Et c'est un contrat très important et très bien vu par les deux côtés, à côté bien sûr de
de l'échange en ce qui concerne le côté défense, l'achat des armes comme les Rafales et autres. Alors vraiment, c'est un partenariat équitable entre les deux. Effectivement, le gouvernement égyptien est déterminé de mettre en œuvre des processus et des procédures appropriées en faveur des investisseurs français pour augmenter l'investissement français en Égypte. Et deuxièmement, il y a des accords franco-égyptiens pour augmenter les contrats emblématiques entre les deux pays. Effectivement, comme vous l'avez dit, les chemins de fer, le métro du Caire, effectivement la localisation de fabrication des véhicules électriques. Et il y a des contrats, comme vous l'avez dit, des contrats militaires d'exportation ou d'importation. L'Égypte importe des armes et des choses militaires. C'est un contrat qui est tellement grand avec des armes, avec tout ça. Donc c'est tellement important pour l'Égypte. Et maintenant, M. Abdel Fattah el-Sisi et M. Emmanuel Macron sont en train de faire encore des accords supplémentaires pour favoriser l'investissement en Égypte, puisque maintenant l'Égypte est devenue un terrain qui est tellement favorable pour les investissements. Ils vont encore donner des faveurs et des choses supplémentaires pour les investisseurs français. Ce qui nous intéresse également, ce n'est pas uniquement l'importation de produits, de marchandises ou des denrées, mais également c'est l'échange d'expertise et le transfert de la nouvelle technologie. Comment l'Égypte peut-elle actuellement profiter de ce partenariat avec la France, par exemple, un partenariat privilégié afin d'accéder à la nouvelle technologie, afin d'avoir cet accès de formation pour les cadres égyptiens et également le transfert de cette nouvelle technologie vers l'Égypte? Effectivement, il n'y a pas seulement des accords économiques, mais aussi il y a des accords économiques, scientifiques et techniques. Il y avait longtemps que l'Égypte a découvert beaucoup des choses d'archéologie. Et c'était en faveur des recherches françaises. Effectivement, il y a encore le IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Il y a encore les CEDEJ. Le CEDEJ, c'est Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale. Donc, elle a mis en œuvre beaucoup des études et des recherches qui ont beaucoup aidé les archéologues égyptiens et en général les études scientifiques et culturelles en Égypte. Et également en ce qui concerne par exemple ce méga projet du métro du Caire, il existe une feuille de route actuellement pour réaliser ce projet, puisque c'est un méga projet important qui s'élève à la hauteur de 3,8 milliards de livres égyptiens. Alors on voit que c'est un contrat important pour les deux côtés. Oui, effectivement. Quand j'avais dit, il y a les conditions appropriées, favorables pour l'investisseur, va aider en plus pas seulement ce projet, ce méga-projet, mais encore plusieurs méga-projets dans beaucoup de domaines à être en place en Égypte. Et si on retourne encore une fois à la situation actuelle en Libye, comme on a dit, l'économie reflète la stabilité politique. L'Égypte a su vraiment profiter de cette atmosphère de stabilité qui règne sur le pays afin d'attirer les nouveaux investissements. Mais également, l'Égypte aura intérêt à avoir une lutte globale contre le terrorisme dans la région et à également fortifier et à protéger ses frontières, que ce soit les frontières à l'est ou à l'ouest. En ce qui concerne les frontières étendues avec la Libye, ça reste vraiment un point important de les sécuriser et à travers des accords bilatéraux et multilatéraux avec la France et avec par exemple les autres entités qui étaient présentes au cours de la conférence, l'Égypte a signé plusieurs contrats, plusieurs accords sécuritaires afin de garder la sécurité et la stabilité dans la région.
où on est concernant cette lutte contre le terrorisme au point de vue appui international? Ça fait longtemps que l'Égypte fait beaucoup de procédures contre le terrorisme et lutter contre le terrorisme, quoi que ce soit local, international et surtout en Afrique. Après ce qui s'est passé en Libye, maintenant la France fait des initiatives et aux yeux de France, l'Égypte constitue un axe tellement important pour lutter contre le terrorisme, puisque l'Égypte a mis en vigueur beaucoup des conditions, beaucoup des règles, qui a été bien mis et qui a effectivement fait la paix sur le territoire. Et s'il n'y a pas un équilibre dans les territoires entourés de l'Égypte, ça va encore affecter le territoire égyptien. C'est pour cela que son Excellence M. Abdel Fattah el-Sisi, il vise bien de faire de régler le terrorisme qui a été mis en place depuis 10 années. Et ça encore va mettre en faveur l'Égypte concernant cette crise-là. Oui, concernant le processus même des élections présidentielles et législatives en Libye, la communauté internationale s'est mise d'accord et a jugé essentiel que les résultats de ces élections soient acceptés par toutes les parties prenantes. Est-ce que vous croyez que ça va être le cas sur le terrain? Effectivement, il faut que ça soit le cas sur le terrain, puisque c'est quant aux organisations libyennes de faire une supervision sur les élections d'une manière inclusive et d'intégration de toutes les parties politiques au sein de la Libye. Et il faut accepter effectivement les résultats de ce processus, quoi que ce soit le résultat. Oui, mais également il faut avoir des garanties qu'il n'y aura pas une dualité des institutions en Libye, puisqu'on l'a vu à plusieurs reprises entre le Conseil transitoire et par exemple le Parlement libyen. Il existe quelquefois des rivalités entre les institutions en Libye. Comment peut-on garantir que ce ne sera pas le cas après les élections présidentielles et législatives? Effectivement, les communautés internationales vont prendre le rôle de conservateurs et de faire en sorte que régler s'il y a des conflits qui aura lieu en Libye. Effectivement, concernant la résolution de 1570 et de 1571, elles doivent régler les situations militaires là-bas et de lutter contre une nouvelle crise qui va se reproduire au cas de difficultés. Et effectivement, en tant qu'il y a un président de la République élu et on doit respecter ces élections-là, il n'y aura pas effectivement des problèmes ou quelqu'un qui va être en face de ces décisions-là. Sur le plan économique, la conférence a souligné la nécessité d'unifier les institutions financières libyennes et de mettre en œuvre une répartition équitable et transparente des richesses du pays. C'est vrai que c'est une théorie à admirer, mais on risque de tomber dans le même piège, le même impasse que le Liban. Alors, comment agir sur le terrain pour sortir de cette crise? Je pense que le Liban, c'est pas comme la Libye. La Libye, il y aura un gouvernement qui est tellement fraîche, qui est tellement nouvelle, qui va mettre en vigueur des règles strictes. Et il y avait quelqu'un qui vole le pétrole, les gaz naturels, les ressources naturelles libyens. Mais après ce qui s'est passé en Libye, je pense que après ces élections présidentielles et qui mettra en œuvre, qui va élire un nouvel gouvernement, je pense qu'il ne va pas se reproduire de nouvelles crises économiques qui sera au sein de la Libye.
Mais comment la communauté internationale va-t-elle garantir qu'il n'y aura pas de vacance de pouvoir? Puisque pour avoir un gouvernement fiable et durable et fort, il faut avoir la majorité et il faut que le déroulement des élections soit accepté par toutes les parties. Alors, si ce n'est pas le cas, comment la communauté internationale va agir afin de garantir de ne pas tomber encore une fois dans le chaos total? Effectivement, les communautés internationales sont maintenant en train de faire de la supervision sur les élections de la Libye. Effectivement, pour permettre d'avoir un processus d'inclusion et d'inclure tous les partis politiques. Donc, maintenant, c'est le rôle des communautés internationales de faire la supervision et encore les Nations Unies et les pays de la conférence qui sont la France, l'Italie et l'Union européenne et qui va faire la supervision à ce que ces processus-là devaient être en vigueur légalement. Et également sur le plan humanitaire, la conférence a réaffirmé l'engagement collectif à renforcer le soutien de la communauté internationale pour répondre aux besoins urgents du peuple libyen et afin également de lutter contre les trafics d'êtres humains. Alors là, on parle de deux points très importants, c'est les besoins du peuple libyen en ce qui concerne la nourriture, les médicaments, bien sûr les vaccins, avoir accès aux vaccins contre le Covid-19. Un autre élément très important, c'est le trafic d'êtres humains. Ça signifie les vagues d'immigration clandestine. Ça signifie également de vagues de terroristes qui peuvent envahir l'Europe à travers les voies maritimes venant du côté de la Libye. Alors, quels sont les accords les plus importants en ce qui concerne ces deux points afin de garantir le bon acheminement et de ne pas aggraver la situation précaire qui existe actuellement? Suite à ce qui s'est passé en Libye et la crise militaire et d'armes qui était là-bas, les Nations Unies maintenant prennent des précautions et des règles pour régler le problème des réfugiés, le problème sanitaire, du système sanitaire qui est tellement désastreux. Il y a maintenant le trafic des gens. Et ça peut lutter contre, donc c'est quant aux règles législatives au sein des Nations Unies, comme par exemple les règles de réfugiés, la Convention de 1958 concernant les réfugiés. Donc toutes ces règles législatives devaient être en vigueur pour conserver les droits des réfugiés et les droits des gens qui sont en Libye. En ce qui concerne ce point, le déroulement des élections, également la situation sur le terrain, après la rencontre en marge de la conférence entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron, on a vu que les deux dirigeants ont convenu de poursuivre leurs efforts pour parvenir au règlement de la crise en Libye et également ils ont convenu de soutenir la voie politique actuellement suivie destinée à conduire aux élections présidentielles et législatives et ont souligné la nécessité que toutes les forces étrangères doivent quitter les territoires libyens. Alors là, on reprend ce point très important, c'est le retrait de toute force étrangère. L'ingérence étrangère doit s'arrêter et également il faut que la Libye commence à établir des relations diplomatiques équitables et saines avec les différentes forces politiques qui se trouvent sur la scène mondiale. Pourtant, sur le terrain, ce n'est pas le cas. On trouve toujours qu'il existe des forces étrangères, il existe des mercenaires, il existe des guérillas, des groupuscules armés. Alors là, c'est le rôle des Nations Unies qui doit veiller à travers un mandat du Conseil de sécurité à ce que
ces guérillas se retirent et à ce que ces armes soient déposées. Comment les Nations Unies ne sont pas parvenues jusqu'à maintenant à réaliser ce projet attendu du monde entier? Non, effectivement, il y avait un premier pas qui a été mis en vigueur le vendredi qui était le 11. Et le premier pas, c'est le retirement de 300 mercenaires qui se trouvent sur le territoire libyen. Et c'est une pas, ce n'est qu'un début, mais c'est un début qui est tellement important pour retrouver encore une fois la souveraineté libyenne. Et les 6 semaines prochaines, ça sera tellement important pour mettre en vigueur ce plan-là. C'est un premier plan, mais il y aura d'autres plans de retirer les mercenaires, les milices armées et les forces militaires de territoire libyen pour que la Libye se retrouve sa souveraineté une autre fois. Oui. Et elle aura bientôt un président qui est élu et un gouvernement. Donc, à côté des Nations Unies, il y a encore le président de la République qui aura lieu. Il va conserver la sécurité et la stabilité au sein du pays. Alors le retrait des forces étrangères et également cette réconciliation est bien sûr basée sur plusieurs cadres encadrés par plusieurs accords, parmi lesquels le plus important c'est l'accord de la réconciliation inter-libyenne de Skhirat. Oui, effectivement. 2015, oui. Oui, suite à l'accord de Skhirat, il y a encore la résolution des Nations Unies qui mettra en place le cessez-le-feu, et pas seulement de cesser le feu, mais de retirer les mercenaires. Oui. Alors l'objectif sera de bien veiller sur le cessez-le-feu pour que ce soit un accord de paix global et durable qui va vraiment s'étendre sur le sol libyen pour toujours, afin de retourner encore une fois à une situation de paix, de stabilité et à un regain de la souveraineté libyenne sur tout le sol. Effectivement, le cessez-le-feu, c'est pas la seule raison pour la paix. Il y a le deuxième débouché qui est tellement important, c'est le retrait des mercenaires et des forces militaires. Ça, c'est tellement important pour mettre en œuvre le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu n'est qu'une condition préliminaire ou d'une procédure préliminaire. Après cela, ces mercenaires et ces forces militaires devaient se retirer du territoire parce que par conséquent, on n'aura pas besoin de cessez-le-feu parce qu'il n'y aura pas des mercenaires ou des forces militaires qui vont être sur le territoire et qui menacent la sécurité nationale de la pays. Et également, je voudrais parler du rôle égyptien en ce qui concerne la protection militaire et stratégique dans la région, puisqu'on a vu qu'à plusieurs reprises, il y avait non seulement des menaces, mais des provocations de la part de groupuscules et des guérillas en Libye afin de attirer l'Égypte ou de faire tomber l'Égypte dans un piège de guerre ou de force ou de représailles. À plusieurs reprises, on l'a vu, prise des otages, également massacrer des ressortissants égyptiens qui se trouvaient sur le sol libyen, et c'était vraiment des actes horribles. L'Égypte s'est retenue de tout acte non étudié et non aboutissant à la stabilité. La réponse égyptienne était ferme, pourtant était mesurée. Parlez-moi un peu de ce côté. Comment l'Égypte, avec une force et une armée qui est considérée comme étant une des plus grandes armées au monde, on ne va pas citer uniquement l'Afrique, mais le monde entier, a pu se retenir face à des menaces et des provocations pareilles? Effectivement, ils ont fait plusieurs tentatives pour que l'Égypte soit pleine de terrorisme. Mais effectivement, le gouvernement, avec le chef d'État, il a pris beaucoup de mesures qui sont tellement strictes
et ont donné des ordres militaires de faire face au terrorisme et de mettre en vigueur les lois et d'une procédure juridique pour mettre fin ou mettre face à ces forces militaires qui sont des terrorismes et qui affectent bien la sécurité et la stabilité de l'Égypte. Donc, grâce à ces procédures et à ces lois, que l'Égypte a bien gardé sa sécurité interne. Et grâce effectivement à l'armée égyptienne. Madame Nagwa Mamdouh Salim, vous êtes conseillère en droit. Je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons discuté d'un dossier très important, c'est la situation actuelle en Libye, le rôle important de l'Égypte pour garder la stabilité et le regain au calme dans ce pays voisin, et cela après la tenue de la conférence qui portait sur la Libye, qui a eu lieu en France, à Paris, sous l'égide du président français Emmanuel Macron. Le président Abdel Fattah el-Sisi était parmi les invités clés à cette conférence. Et à présent, je vous laisse avec les activités présidentielles en une semaine. Ces activités regroupées d'une façon hebdomadaire pour vous. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée avec la suite de nos programmes sur la télé internationale. Au revoir. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré la 4e session de l'exposition et conférence sur les transports intelligents, la logistique et la transformation vers les transports verts qui se tient sous les auspices de son Excellence. Le président el-Sisi assure aux parlementaires arabes et africains que la souveraineté de la loi est la base de la gouvernance, que la justice est la valeur humaine la plus élevée et la base de la stabilité des sociétés. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit son Altesse royale, le prince héritier du royaume hachimite de Jordanie, Al-Hussein bin Abdullah, au palais de l'Ittihadiyya. Le président el-Sisi prononce un discours par visioconférence au chef des organes du Forum arabe du renseignement dans le cadre des travaux de la réunion extraordinaire du Forum tenue au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient au téléphone avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed el-Manfi. Le président el-Sisi reçoit la présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Hassan, au palais de l'Ittihadiyya, où s'est tenue une cérémonie de réception officielle. Les deux dirigeants ont passé en revue la garde d'honneur. Les deux hymnes nationaux ont été joués. Le président el-Sisi tient une conférence de presse conjointe avec la présidente de la République de Tanzanie. Plusieurs mémorandums d'entente entre l'Égypte et la Tanzanie ont été signés dans les domaines de l'enseignement supérieur, de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Le président el-Sisi arrive à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris pour participer à la conférence internationale de Paris pour la Libye. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec la ministre française des Armées, Madame Florence Parly, à Paris. Il a exprimé son appréciation et sa confiance envers les relations stratégiques avec la France dans divers domaines, notamment le domaine sécuritaire et militaire. Le président el-Sisi s'entretient avec le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, à Paris. Le président el-Sisi se réunit avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec son homologue français, Emmanuel Macron, à l'Élysée, à Paris.
Le président El-Sisi s'adresse au peuple libyen dans le cadre de sa participation à la conférence internationale de Paris sur la Libye. Le président Abdel Fattah El-Sisi arrive au siège de l'UNESCO à Paris pour participer à la célébration de l'organisation marquant le 75e anniversaire de sa fondation et prononce un discours à cette occasion. Le président Abdel Fattah El-Sisi reçoit le Premier ministre français Jean Castex. La réunion a porté sur les relations de coopération bilatérale et l'augmentation des investissements.